LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Cette chauve-souris serait responsable des 11 000 morts d'Ebola entre 2014 et 2016. Les premiers cas, le cas index, est découvert dans la forêt tropicale, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'une dispersion du virus d'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest par les populations humaines, par avion par exemple. 11 000 morts qui ont fait réaliser qu'il fallait aujourd'hui mieux se préparer au niveau local en cas d'épidémie et si elle se propage au niveau mondial en cas de pandémie. Quand on connaît les épidémies, on sait que c'est quand il y a 2-3 cas qu'il faut réagir et pas attendre justement qu'il y en ait 1000, 2000, 3000. Problème, le réchauffement climatique, la concentration urbaine et les transports aériens accélèrent la propagation des maladies. Le passager il a été visiter une ferme en Arabie Saoudite, puis il a pris un avion à Riyad et il est allé en Corée du Sud, à Séoul. Et même si les équipes de recherche parviennent aujourd'hui le plus souvent rapidement à identifier les agents pathogènes responsables, les vaccins n'existent pas forcément ou ne sont pas fabriqués en assez grand nombre. D'un point de vue épidémique, lutter contre un foyer épidémique, plus on le fait tôt, plus on a de chances de réussir. Donc il faut toujours aller vite. Sommes-nous prêts pour une prochaine pandémie? C'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro d'État de santé. Dans les 30 dernières années, une trentaine de nouvelles maladies sont apparues, soit une par an, une maladie infectieuse. Vous connaissez certains de leurs noms, sida, évidemment Ebola, prion, SRAS, chikungunya, etc. On va en parler largement. D'où viennent-elles? Est-on en mesure aujourd'hui d'anticiper? Comment se protéger? Peut-on faire face aujourd'hui à un risque massif? On va répondre à toutes ces questions avec le professeur Arnaud Fontanet. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette magnifique salle des actes de l'Institut Pasteur. Je crois que c'est là qu'a été formellement inauguré l'Institut Pasteur en son temps, si je puis dire. Voilà, en 1888, c'est là qu'a eu lieu la signature fondatrice de l'Institut Pasteur, en présence du président de la République de l'époque. Très belle salle, c'est là que vous travaillez, professeur. Vous êtes, vous, un spécialiste des infections, vous êtes passionné dès le début de votre carrière? J'ai toujours été passionné par les maladies infectieuses et tropicales. Et depuis 15 à 20 ans, je travaille maintenant beaucoup plus spécifiquement sur toutes ces nouvelles maladies infectieuses qu'on appelle émergentes, le plus souvent dues à des nouveaux virus qui nous sont transmis des animaux, qui arrivent vers l'homme et qui peuvent créer des épidémies, dont vous avez cité quelques exemples. Professeur Fontanet, votre parcours, qui êtes-vous? On regarde. Docteur en médecine, diplômé de l'université Paris 5 et docteur en santé publique, diplômé de l'université de Harvard, Arnaud Fontanet est spécialisé en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales. Il dirige l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Également professeur au CNAM, il a cofondé avec Jean de Kervas-Doué l'école Pasteur-CNAM de santé publique. Professeur Fontanet, donc vous travaillez sur les maladies infectieuses, on l'a compris, depuis de très nombreuses années, avec une équipe ici dédiée. Il y a une équipe d'intervention sur les maladies infectieuses qui a été créée quelques années. Elle est dédiée à quoi précisément? Alors, dans les suites en fait, de l'épidémie d'Ebola, on a voulu mieux fédérer les forces qui existaient déjà à l'Institut Pasteur, ici à Paris, mais également dans notre réseau international, pour pouvoir atteindre une masse critique de spécialistes dans tous les domaines, pour pouvoir répondre aux appels des pays ou de l'OMS quand une épidémie démarre. Mais pour faire quoi? Pour apporter un vaccin? Vous cherchez un vaccin ou... Avant le vaccin, il faut déjà d'abord identifier le phénomène. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie qu'on connaît déjà mais qui apparaît sous une forme un peu atypique? Et là, on connaît les réponses. Ou est-ce qu'on est vraiment devant un nouveau virus? Si on est devant un nouveau virus, d'abord, il faut essayer de contrôler sa diffusion. Il faut prendre soin des patients. D'abord, on met combien de temps d'ailleurs à savoir que c'est un virus et à l'identifier? Il y a une batterie de tests de tous les virus qu'on connaît, qu'on applique devant certains symptômes évocateurs. Ouais. Une fois qu'on est intervenu, en 15 jours, on se dit que tout est négatif
Il y a un vrai problème. C'est pas ça. Celui-là, on ne le connaît pas. Et là, il faut qu'on passe à une deuxième phase en récupérant des échantillons, des prélèvements des patients qu'on va analyser, quelquefois déjà localement, hein. Et puis quelquefois on est dans des conditions de risque qui sont telles, par exemple les fièvres hémorragiques, comme Ebola, où là les échantillons doivent être rapatriés dans des laboratoires qui sont équipés pour les étudier. C'est l'exemple du laboratoire qui est à Lyon, qui en 2014 a identifié la souche d'Ebola qui était responsable de l'épidémie de l'époque. Ça a pris combien de temps? Alors Ebola, c'est un virus qui était déjà connu. Donc une fois que vous avez le bon prélèvement... C'était une résurgence de virus. C'est une résurgence d'un virus qui avait muté quand même, qui s'était... Non, qui est un virus d'Afrique centrale, hein, qu'on retrouve beaucoup en République démocratique du Congo et ses pays voisins. Cette souche est retrouvée, on ne sait pas comment, en Afrique de l'Ouest. Et néanmoins, quand il a fallu faire l'identification, c'est un virus connu, donc on avait les outils qui étaient disponibles. Et c'est allé très vite quand le prélèvement était arrivé à Lyon. Professeur Fontanet, est-ce que vous êtes encore surpris par l'apparition d'un virus? Ou est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que vous êtes capable de dire attention là, ici, dans cette partie du monde, il y a un virus qui va émerger? Ou vous êtes à l'aveugle pour dire les choses? En fait, l'expérience nous a montré, dans les 10 dernières années, qu'on n'a pas su prédire où, quand et quel virus allait émerger. On ne peut pas faire de pronostic. Aujourd'hui, on n'est pas capable. Donc ce qui est très important pour nous, on n'est pas encore dans l'anticipation, mais c'est la réactivité. Oui, enfin c'est un aveu d'humilité d'ailleurs, je le note au passage. Je serais ravi de pouvoir. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, qui font de la modélisation, de la prédiction. On essaie de réunir le plus de données possible pour dire c'est là que ça va émerger. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Et donc pour nous, la réponse, c'est d'être très rapide dès qu'il y a un phénomène émergent pour être sur place tout de suite. Donc on va en reparler de ça, c'est très important. Justement, avec le reportage de Sébastien Avila, on va s'arrêter sur ce qui favorise l'émergence et la transmission des virus. Reportage. Voici la carte d'une journée de transport aérien comme les autres. Des millions de voyageurs et potentiellement avec eux autant de virus ne se souciant guère des frontières. C'est le cas en mai 2015 en Corée du Sud. Un des passagers en provenance d'Arabie Saoudite atterrit. Sans le savoir, il est contaminé par le virus du MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Souffrant de toux et de fièvre, il va consulter à l'hôpital. Il contaminera 186 personnes, 36 d'entre elles décéderont. À l'aéroport Charles de Gaulle, cette histoire reste un cas d'école. Bon, voilà. Donc, tu as vu Pierre-Yves, le passager, là, il a été visiter une ferme en Arabie Saoudite, puis il a pris un avion à Riyad et il est allé en Corée du Sud, à Séoul. Et il n'a contaminé personne dans l'avion. Donc, n'oubliez surtout pas, quand vous allez chercher un infecté à bord d'un avion, demandez bien au commandant de bord de maintenir la climatisation, de telle façon de faire une bulle d'air sec. Outre cette précaution, si un passager est suspecté d'être contagieux à l'atterrissage, il est conduit de toute urgence au centre médical de l'aéroport. Les pompiers peuvent passer par les pistes, donc le pompier qui va chercher un malade ici au satellite Victor, il peut très bien redescendre cette route et arriver tout de suite au service médical. À l'aéroport, une salle est prévue pour éviter la contamination. Voilà, donc ici vous avez la salle d'isolement du service médical. On y trouve un lit avec des protections classiques, masques, gants, oxygène, mais surtout 7 machines. Son rôle, décontaminer l'air et détruire les micro-organismes. Si le malade tousse, ça ne sort pas de cette pièce. Pour le docteur Barguin, le risque est maîtrisé et une contamination dans l'aéroport est très peu probable. C'est notre travail, donc il n'y a pas à avoir peur de ce genre de choses, puisque les barrières simples, comme le port d'un masque, le port des gants, permet de contrôler la situation. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Les aéroports sont aujourd'hui mieux préparés. Mais la voie aérienne reste l'un des moyens préférés des virus pour se disperser. En 2014, une épidémie d'Ebola éclate en Afrique de l'Ouest. Elle fait plus de 11 000 morts en 2 ans. Alors que jusque-là, les épidémies d'Ebola cantonnées à l'Afrique centrale n'avaient jamais fait plus de 450 victimes. Les chercheurs pensent que c'est par la voie des airs que le virus s'est déplacé vers l'Ouest. Une hypothèse publiée par des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle. Alexandre Assanin est spécialiste des chauves-souris. En faisant une analyse de l'espèce porteuse du virus d'Ebola, il a montré qu'elle était capable de voyager sur plus de 5000 km.
Le virus aurait ainsi été transporté par son réservoir naturel et non pas par des humains. Les premiers cas, le cas index, est découvert dans la forêt tropicale, dans des villages proches de la forêt tropicale ou en pleine forêt tropicale, qui permet, selon moi, d'écarter l'hypothèse d'une dispersion du virus d'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest par les populations humaines, par avion par exemple, parce que si ça avait été le cas, on s'attendrait à avoir une épidémie plutôt citadine. Et ça n'a jamais été le cas. Une fois en Guinée, le virus se propage très vite car les populations traversent les frontières par les routes commerciales. La Sierra Leone et le Libéria voisin sont également touchés. C'est l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière de l'histoire. Aujourd'hui, il existe un vaccin qui a donné de bons résultats et une meilleure connaissance des moyens de transmission. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont donc un peu mieux équipés. Mais qui peut prédire où se déclenchera la prochaine épidémie ? Professeur Fontanet, quand un virus est véhiculé, si je puis dire, par un avion, évidemment, c'est facile après de retracer, non? Alors, en termes de traçabilité. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les virus voyagent beaucoup plus vite, comme l'a montré le reportage que nous venons de voir. Ouais. Le meilleur exemple pour nous, ça a été l'épidémie de SRAS, où une épidémie qui jusque-là était cantonnée au sud-est de la Chine, un patient est allé à Hong Kong, dans un hôtel a infecté 10 personnes, qui en 48 heures se sont retrouvées dans 6 pays différents, grâce aux avions. Et on est passé d'une épidémie localisée en Chine à une pandémie, épidémie mondiale. Et l'OMS, quelques semaines plus tard, en mars 2003, annonçait pandémie de SRAS. Et là, vraiment, on a vu comment les avions étaient capables de transporter ces virus aux 4 coins de la planète. Les virus émergents, il y a toujours un animal au départ? La meilleure chaîne pour nous, c'est le réservoir, la chauve-souris, pour retrouver un nombre incroyable de virus chez les chauves-souris, qui vont éventuellement contaminer un animal qui, lui, n'est pas habitué à ce virus. Cet animal va tomber malade et, lui, au contact de l'homme, transmettre un virus qui va éventuellement déclencher une épidémie chez l'homme. Comment se comporte le virus quand il apparaît? Est-ce qu'il va différemment, donc il passe d'un animal à un autre animal qui le transmet à l'homme? Est-ce que ce virus, il va avoir une espèce d'intelligence? Alors le virus, en fait, il ne réfléchit pas. La seule chose qu'il sait très bien faire, c'est se multiplier. Donc il va se multiplier énormément. Il y a des erreurs dans les copies des virus, des mutations, qui vont faire des virus un tout petit peu différents. Et puis un jour, un de ces virus un tout petit peu différent, il va devenir adapté à ce qu'on appelle un nouvel hôte. C'est-à-dire que le virus, normalement, il n'est pas du tout adapté à l'homme, mais par ces accidents répétés de mutation, il se peut qu'une variante du virus, par chance, mais j'ai plutôt envie de dire par malchance, deviennent adaptés à l'homme, et là, vous avez un risque d'infection chez l'homme. On est peu de choses quand même, hein, face au vaccin. On est peu de choses. On est peu de choses. Il y a à la fois le virus, qui peut transmettre, enfin amener chez l'homme des maladies infectieuses, et il y a aussi la bactérie. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la différence entre les deux. Quand on a le nez qui coule ou mal à la gorge, difficile de savoir si ce qui nous rend malade est un virus ou une bactérie. Pourtant, pas grand-chose de commun entre ces deux organismes. Tout d'abord, il faut savoir que le virus est en général beaucoup, mais alors beaucoup plus petit que la bactérie. Mais leur principale différence ne se situe pas dans leur taille. Les bactéries sont des cellules sans noyau dont l'ADN est libre dans le cytoplasme, enveloppé par une membrane. Comme toutes les cellules, les bactéries se reproduisent en se divisant. Les virus, eux, sont des assemblages d'acides nucléiques, ADN ou ARN, et de protéines protégées par une capside et parfois entourées d'une enveloppe. Tout seul, le virus n'est pas capable de grand-chose. Mais dès qu'il rentre en contact avec une cellule qu'il est capable d'infecter, une cellule cible, il va en quelque sorte la pirater. Comment? En pénétrant à l'intérieur et en y libérant son matériel génétique. Un coup de force qui va astreindre la cellule à multiplier des copies du virus qui eux-mêmes pourront infecter d'autres cellules, etc. Les bactéries et les virus sont donc très différents. C'est la raison pour laquelle les antibiotiques, s'ils peuvent soigner les infections bactériennes comme les sinusites, la pneumonie ou la peste, n'ont aucun effet sur les infections virales comme la grippe, les gastro-entérites ou la varicelle. Professeur Fontanet, que ce soit une bactérie ou un virus, est-ce qu'on est exposé aujourd'hui à un risque
massif, un risque d'épidémie massive? Est-ce qu'il faut vivre dans la peur d'un jour que l'espèce humaine soit éradiquée par un virus? On ne va pas vivre dans la peur que l'espèce va être éradiquée. En revanche, on va mieux se préparer pour les prochaines crises. J'ai un peu tendance à dire qu'à chaque fois, toutes les crises qu'on traverse, une crise sévère tous les 5 ans, je dirais, et heureusement, jusqu'à présent, on n'a jamais été face à cet ennemi redoutable qui, lui, pourrait avoir un impact absolument majeur. L'ennemi redoutable, c'est... Celui qui me fait le plus peur aujourd'hui, ce serait un virus de la grippe qui serait à la fois très transmissible et très virulent, capable vraiment de tuer. C'est la respiration, d'ailleurs, par parenthèse, qui est plus dangereuse que la sexualité ou le toucher. Pour la grippe, ce sera à la fois la toux et ce sera aussi les mains, parce que si vous avez des sécrétions nasales, etc., sur vos mains, vous serrez la main de quelqu'un d'autre, vous pouvez transmettre. Mais bref, virus extrêmement transmissible, qui va donc infecter un tiers de la planète quand c'est un nouveau virus qui émerge. La question qui se pose après, c'est est-ce que ce virus va être particulièrement mortel ou non? On a bien vu avec le virus de la grippe aviaire, par exemple, qui lui est heureusement peu transmissible, qu'il tue la moitié des personnes infectées. Donc, ce qui me fait peur, moi, c'est le mélange. C'est le virus qui reste aussi transmissible que celui de 2009, mais avec la virulence d'un virus comme celui de la grippe aviaire. Heureusement, ce virus, on ne l'a pas encore vu. Alors, vous avez peur, on a peur, mais heureusement, on s'y prépare. Regardez comment. Reportage Sébastien Villa. Une combinaison, un masque, une cagoule. Un deuxième masque, des lunettes de protection. Cette infirmière s'équipe soigneusement pour traiter un malade d'Ebola. Ici, le risque est pris très au sérieux. Un simple postillon ou un bref contact avec la peau d'un malade, et c'est suffisant pour être contaminé. On vérifie, voilà, c'est vraiment au millimètre près pour ce cas-là. Ces professionnels de santé sont des réservistes de Santé publique France. Voilà. Donc, médecins, pompiers, infirmiers, aujourd'hui, ils s'entraînent pour être prêts à partir en cas d'épidémie. Nous allons voir la housse de transport. Ce jour-là, pas de soins, mais des exercices et des procédures, comme le transfert d'un malade. Cette housse spécifique sert à l'isoler lors de son transport vers un centre de soins. Alors, vous êtes tous à genoux. Bon, on est en exercice. Jamais à genoux. Vous risquez de percer votre tenue et dans ces cas-là, c'est Ebola qui peut vous contaminer, qui va rentrer. Donc jamais à genoux, ce sont des réflexes. Des procédures qui doivent être suivies à la lettre. Même si avec cet équipement, les soignants ont très chaud. Ce sera aussi le cas sur le terrain. C'est important d'être prêt parce qu'au cas où une épidémie survienne, une maladie émergente, ou alors un regain d'une maladie comme Ebola, il faut être prêt à intervenir en toute urgence. Et donc là, ce serait trop tard pour aller rechercher dans la bibliographie comment se préparer, comment s'habiller. Et la concentration doit rester maximale, jusqu'à l'étape du déshabillage, qui est tout aussi critique. Chaque geste compte. Il faut aussi faire attention à ne pas entrer en contact avec les combinaisons souillées. Thomas. Il faut vraiment, quand vous enlevez le masque, il faut le tirer loin et rentrer votre père. Natacha connaît bien ces gestes. Infirmière volontaire, elle est partie en mission au centre de traitement de Conakry en Guinée. Elle y est restée près de 6 semaines. Je pense que c'est nécessaire justement qu'il y ait ce petit stress pour qu'on reste concentré jusqu'au bout de notre mission sur les façons dont on va faire les procédures et ce qu'on doit faire dans l'ordre qu'on doit le faire et pour arriver à sortir propre de la zone, quoi. Comme elle, il y a 2000 professionnels de santé volontaires en France. Ils peuvent être envoyés en mission à tout instant. Et c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui tire la sonnette d'alarme quand il faut les mobiliser. Au siège, à Genève, on surveille de près les foyers épidémiques. Pour être le plus vigilant possible, des milliards de données sont analysées en continu par des épidémiologistes. Et puis le troisième signal qui avait été détecté, c'est de la Rift Valley Fever en Ouganda. Les sites internet d'actualité sont scannés, mais aussi les recherches par mots-clés des internautes. On a des informations sur ce qu'ils ont mis comme mesure. Quand un mot-clé relatif à une maladie apparaît de manière répétée, alors c'est peut-être le signe qu'une épidémie est en train d'émerger. Quand on connaît les épidémies, on sait que c'est quand il y a 2-3 cas qu'il faut réagir et pas attendre justement qu'il y en ait 1000, 2000, 3000. C'est au début qu'il faut être très actif. Pour confirmer les cas et déclencher une alerte, l'OMS vérifie les informations avec des médecins qui, sur place, font des analyses en laboratoire.
Il y a beaucoup de laboratoires qui n'ont pas les techniques ou qui n'ont pas la capacité pour faire des diagnostics précis. Donc il nous faut à ce moment-là soutenir le pays pour qu'il puisse prendre les prélèvements, les emballer dans des paquets qui vont permettre ensuite d'envoyer le prélèvement dans un laboratoire plus spécialisé. L'Institut Pasteur fait partie de ces laboratoires qui peuvent recevoir et analyser des prélèvements en provenance du monde entier. La cellule d'intervention biologique d'urgence assure une permanence 24 heures sur 24. Ici, des échantillons peuvent être traités le soir et les week-ends pour fournir au plus vite un diagnostic. Donc normalement, tu dois avoir un tube à l'intérieur d'après les informations. Voilà. C'est bon, c'est bien écouvillon comme prévu. Et ça, en fait, je vais le prendre comme ça et je vais le mettre dans une boîte de transport. Ok. Comme celui-ci, des dizaines d'échantillons sont analysés chaque semaine. Une vigilance qui vise à couper le plus tôt possible la chaîne de contamination par le virus. En virologie, la rapidité est importante, soit pour le traitement individuel, quand on a un virus et qu'on prend un antiviral, plus on le prend tôt, mieux c'est. Et d'un point de vue épidémique, lutter contre un foyer épidémique, plus on le fait tôt et plus on a de chances de réussir. Donc il faut toujours aller vite. Cette course contre la montre est permanente. Aujourd'hui, selon l'OMS, jusqu'à 11 maladies émergentes n'ont toujours pas de vaccin. L'anticipation et la vigilance sont donc des armes essentielles dans la lutte contre les épidémies. Professeur Fontanet, donc on est toujours à l'Institut Pasteur. Vous disiez tout à l'heure, donc il faut être humble. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de prédire exactement ce qui va se passer et où et à quel moment. Mais alors, pour compenser ça, quels sont aujourd'hui nos moyens de riposte? Alors les moyens de riposte sont d'abord basés sur la surveillance. Alors il existe des systèmes de surveillance qui peuvent être basés par exemple sur la surveillance de mots-clés sur Internet, dans un nombre incroyable de langues aujourd'hui, et qui, à l'OMS, permettent de repérer quand il y a des échanges sur les réseaux sociaux qui reviennent avec tiens, par ici, moi j'ai toussé, ma tante aussi, ah bah toi aussi, ah oui, c'est marrant. C'est comme quand on va sur Internet pour dire voilà, j'ai des symptômes, qu'est-ce que c'est? Et là, il y a effectivement des moteurs de recherche qui détectent ces mots-clés et qui peuvent vous dire tiens, dans telle région du monde, tout le monde parle il y a une ébullition autour de voilà. Tel type de symptômes qui se répètent beaucoup. Et là, l'OMS peut à ce moment-là demander à ses équipes sur place de venir regarder un petit peu. Est-ce que vous en savez pas un peu plus? Demander au gouvernement s'ils ont des informations via leur ministère de la Santé. Alors ça, c'est pour la surveillance. Et ensuite? Alors une fois que vous avez détecté un phénomène anormal, il faut envoyer des équipes sur place. Et quand l'OMS réalise qu'il y a une crise qui demande une attention toute particulière, elle va dire je vais avoir besoin de telle et telle compétence. Donc elle fait sa petite liste, la diffuse par Internet donc à tous ses partenaires en disant si vous avez des personnes disponibles, on peut les envoyer. Et ça, c'est un mode de réaction très rodé maintenant par rapport à ces émergences. On est bon en France pour lutter contre les maladies infectieuses? On est très bon pour lutter contre les maladies infectieuses. Alors il y a déjà dans cette institution, je pense, la plus grande concentration au monde d'unités de recherche travaillant sur le risque infectieux. Il y a 120 unités de recherche à Pasteur, plus de la moitié d'entre elles travaillent sur le risque infectieux. Vous avez ça nulle part ailleurs. On dispose en plus d'un réseau international qui est unique, que tous les autres pays nous envient. C'est le réseau international des instituts Pasteur, mais c'est aussi l'Institut de recherche pour le développement, qui a ses antennes un peu partout, le CIRAD, qui travaille sur les maladies animales. C'est pour ça que vous avez voulu peut-être interpeller le député Olivier Véran sur ce que vous appelez la diplomatie sanitaire, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, notre capacité à mobiliser nos talents au service de la lutte contre les infections. La France pourrait jouer un rôle fantastique, avec beaucoup de visibilité, si on nous donnait juste un tout petit peu plus de moyens pour la réponse immédiate. Parce que, comme on l'a dit depuis le début, il faut réagir vite et efficacement. Et on a tous les outils en place, on a juste besoin de moyens financiers, peut-être de l'argent prépositionné, qui nous permettrait d'agir. On demande à Olivier Véran si, en tant que député, il est prêt à plaider en faveur de ce dispositif. Alors,
quel est le rôle de la France face à ce risque, qui n'est même plus un risque émergent, c'est qu'on sait qu'il a déjà commencé. C'est un rôle à travers la recherche fondamentale, recherche pratique à travers la recherche de vaccins. C'est aussi la formation des professionnels de santé, c'est aussi une veille, notamment en coopération européenne. Et puis c'est aussi être capable d'aller intervenir très rapidement sur les lieux partout dans le monde où se déclenchent des pandémies. Donc on est en capacité d'agir, de réagir, d'anticiper. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir un fonds en particulier qui soit sanctuarisé, parce qu'un fonds de combien, de quelle dotation, pourquoi faire. En revanche, très important d'investir massivement dans la recherche et nos capacités d'intervention sur le territoire national comme sur l'ensemble du globe. Arnaud Fontanet, pendant l'épidémie, les moyens de lutter ou de préparer les vaccins, c'est peut-être pas le moment idéal, j'allais dire. Entre deux crises, c'est là où vous mettez le paquet, j'imagine, pour être prêt quand le virus va à nouveau se manifester, c'est ça? C'est vrai, le temps de développement d'un vaccin, au mieux, c'est 5 ans. En fait, c'est 10, 15 ans. Le temps d'une épidémie, c'est quelques mois. L'idée nouvelle qui est née après Ebola, c'est que pour 11 maladies à potentiel pandémique, on est sur les étagères des vaccins prêts à être déployés en cas d'épidémie pour voir si réellement ils protègent contre l'infection. Pour vous, c'est la réponse idéale dans l'état actuel de la Le vaccin, pour nous, ça a été, par rapport aux maladies infectieuses, toujours la réponse la plus radicale. Oui. Donc vraiment, si on y arrivait, ce serait un progrès fantastique pour nous protéger. Alors, dernière question d'actualité. On sort des maladies infectieuses, mais vous me donnez l'occasion, on parle des vaccins. Les Français ont de plus en plus peur des vaccins. En 2 mots, quelle est votre réponse par rapport à ça? Pour moi, les vaccins en santé publique, c'est l'intervention la plus efficace qui n'a jamais existé. On protège les populations contre des maladies qui faisaient des morts en quantité qu'on n'imagine pas et qu'on a oublié heureusement aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on retourne à cette période-là. Les vaccins, certes, peuvent avoir pour certains un risque, mais un risque minime par rapport aux bénéfices qu'ils nous apportent. Mais mon message, c'est surtout que le vaccin, c'est un acte de solidarité. Quand vous vous vaccinez contre la rougeole, vous vous protégez vous, mais vous protégez aussi votre entourage et ces personnes qui, eux, ne peuvent pas se vacciner. Et je pense que c'est aussi un argument de solidarité très important qu'il faut comprendre dans le pourquoi on va se vacciner. Professeur Fontanet, merci 1000 fois d'avoir été notre invité sur cette émission sur les maladies infectieuses dans cette belle salle de l'Institut Pasteur. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt, au revoir. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.